cet après-midi, nous allons particulièrement jeter un regard autour d'un aspect non moins négligeable, à savoir celui en tout cas du machinisme donc agricole. Il faut dire donc que le machinisme agricole désigne en guise de définition bien entendu les différentes machines utilisées en agriculture ainsi que par extension l'ensemble des doctrines, qu'elles soient politiques ou même économiques ou encore industrielles, visant justement à développer l'utilisation de ces machines en remplacement de la main-d'œuvre ou pour augmentation effectivement de la productivité agricole. Un fait qui a davantage décollé avec ce que l'on pourrait qualifier comme étant effectivement cette révolution industrielle qui a pris place lors de, en tout cas, du moins au 19e siècle, renforcée par la course effrénée vers le profit. Quelles en sont effectivement les conséquences liées au machinisme agricole? Quels peuvent être, si possible, ses avantages? Des questions auxquelles nous allons apporter quelques éléments de réponse avec nos invités qui nous retrouvent en multiplex. Bien entendu, depuis le village pilote Save Africa, le tout premier qui est avec nous, le grand prêtre Boubitan qui est à nos côtés. Merci que d'être là tous les samedis afin de nous éclairer. L'homme providentiel, bienvenue à vous. Merci à tous qui s'intéressent au développement de l'Afrique, à sa renaissance. Merci d'être toujours en train de partager avec nous ces moments de réflexion sur le devenir, l'avenir et puis la destinée en fait de l'Afrique. C'est pour cela qu'au milieu de cette tempête géopolitique, militaro-industriel et tout ça, eh bien, on ne doit pas oublier que même pour aller en guerre, il faut pouvoir se nourrir, se substanter. Même pour pouvoir aller à la Lune, on a besoin d'un type d'aliment particulier. Pour faire des véritables marathoniens, il faut pratiquer un certain type d'agriculture. Donc, d'une manière ou d'une autre, même lorsqu'il faudra fabriquer un engin, eh bien, on aura toujours d'une manière ou d'une autre de remuer la terre pour en extraire si vous voulez, les éléments constituants de la terre. On aura besoin de ce que la terre produit en termes de végétaux, de minéraux et de tout le reste. Vous voyez donc que l'agriculture, comme nous le disons toujours, vue de manière holistique, est le commencement et la fin de tout. C'est cela qui tient la vie. C'est cela qui procure la vie. Et donc nous devons en parler donc malgré tous ces soubresauts dans lesquels l'humanité se trouve actuellement. Donc merci de s'intéresser à cette série particulière sur l'agriculture. Docteur Fabou Audrey, vous êtes à nos côtés, vous êtes médecin généraliste et on verra avec vous tout à l'heure effectivement les différentes les conséquences liées au machinisme, au trop-plein du machinisme dans la pratique de l'agriculture. Bienvenue à vous, docteur. Bonjour. Monsieur Ndom, bonjour à tous. Merci de nous recevoir une fois de plus. On espère qu'on y arrivera avec notamment les caprices de la liaison. Madame Pélagie Huguette Agnon, vous êtes présidente en exercice de l'ONG Save Africa. Tout le plaisir à l'autre de vous avoir en multiplex. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour Monsieur Ndoum, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à ceux qui aiment le développement, mais de la manière la plus simple. C'est ensemble que nous allons voir ça ce soir, que sûrement, est-ce qu'on aura besoin, est-ce que l'Afrique a besoin du machinisme pour se développer? On va se poser cette question, Monsieur Ndoum, et avec les téléspectateurs, on espère qu'on trouvera des solutions pratiques, simples, pour ne pas sombrer ou alors se lancer dans ce qu'on voit aujourd'hui, ce machinisme qui détruit l'environnement. Merci de me recevoir.
Merci, merci Mavo. Alors, grand prêtre, rapidement, nous rentrons avec vous, et puis vous avez évoqué cet élément tout à l'heure, alors que le monde traverse effectivement une véritable crise à tout point de vue, et vous l'avez si bien dit, même s'il faut aller en guerre, il faut absolument penser se nourrir. Alors, est-ce que, au regard du contexte, le contexte ne s'y est pas véritablement à évoquer l'idée du moins de la présence des machines dans la pratique de l'agriculture, ou alors il faudra véritablement tout faire pour éviter de s'en approprier, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, le contexte de la mise en place des machines dans l'agriculture, c'était davantage pour favoriser, étendre en tout cas le réseau de production pour être capable de nourrir le maximum de citoyens à travers le monde. Et quand nous regardons effectivement le contexte qui prévoit actuellement avec la crise céréalière, on se dit s'il n'y avait pas eu ces machines dans l'agriculture, certainement l'Ukraine ou alors la Russie ne pourrait pas desservir, alors servir l'humanité tout entière, du moins une bonne partie du monde entier avec les céréales. Est-ce qu'il y a un procès à faire véritablement sur l'utilisation des machines dans l'agriculture? Ben, est-ce qu'on va venir faire un procès sans chercher à savoir d'abord qui a organisé? Parce qu'il faut toujours d'abord voir d'où c'est parti pour que le procès puisse avoir lieu. Faire un procès, c'est une chose, mais il faut chercher à savoir comment ça s'est passé. Alors, tout cela a commencé avec quoi? Avec nos choix politiques. C'est les choix politiques d'urbanisation, les choix politiques de l'occupation des espaces vitaux. C'est de là que tout est parti. Regardez, par exemple, avec le choix de concentrer des millions d'êtres, des centaines de millions d'êtres dans une seule ville, forcément, cela pose immédiatement la question du ravitaillement de ces personnes qui sont entassées dans ces grandes villes. Commençons tout simplement par là. À partir du moment où c'est un choix politique, mais il y en a d'autres, il y a d'autres choix. On aurait pu imaginer par exemple, et c'est ça notre souhait aujourd'hui, nous souhaitons aujourd'hui que l'Afrique ne soit plus la photocopie conforme de l'Occident. Non. Les développements que nous devons envisager pour l'instant dans nos micro-États, en attendant les États-Unis d'Afrique, doivent tenir compte de cette question-là. Est-ce que nous devrions faire en sorte que, comme ailleurs, on se retrouve avec des villes comme Lagos ou je sais pas où, qui a une seule ville qui a 14 millions d'habitants? Comment vous allez nourrir une ville pareille, par exemple, si nous ne prenons que le cas de l'alimentation? Comment vous allez la nourrir si vous ne vous plongez pas directement dans le machinisme outrancier? Vous êtes obligé. Parce que quand vous avez 14 millions de personnes, ou même 5 millions de personnes, que vous entassez dans du béton en ville, et qui étouffent, vous avez besoin de leur apporter beaucoup d'oxygène, beaucoup d'éléments vivants, mais qui vont venir des zones non occupées. Parce que tout le monde quitte les villages pour aller dans les villes. Et donc les villages, les lieux par excellence de production agricoles, sont abandonnés au profit de la surpopulation citadine. Cela entraîne forcément donc l'apparition des machines pour suppléer à l'absence de la main-d'œuvre humaine. Je voulais là relever un premier aspect seulement, parce qu'il y en a plusieurs. Des causes fondamentales de l'apparition du machinisme agricole, puisque nous sommes dans l'agricole. Et d'ailleurs,
si nous faisons la transposition dans tout autre domaine, même le machinisme au niveau de l'industrie de la guerre, c'est la même chose. Vous mettez ça dans l'industrie aéronautique, dans n'importe quel domaine, vous pouvez transposer ce que nous sommes en train d'expliquer à partir des choix politiques agricoles, donc des politiques agricoles. Et donc, qui part d'abord de la politique de l'implantation ou de l'occupation rationnelle de l'espace vital des humains. Tant que ce problème n'est pas réglé, alors comment on va faire le procès? On va commencer à faire le procès du machinisme pour que les millions de personnes qui sont entassées dans les grandes villes meurent. Comment ça? Le procès là va commencer où? Qui va d'ailleurs être président d'un tel tribunal? Donc vous comprenez que ce dont nous allons parler aujourd'hui, nous sommes obligés de parler en fonction des choix politiques qui ont été opérés, mais en filigrane. Nous laissons la possibilité aux uns et aux autres de savoir qu'on n'était pas obligé de faire pareil. On pouvait développer l'ensemble de nos villages concomitamment. Et puis c'est un mode de développement. Et c'est cette vision que nous avons. Ce n'est pas de développer, d'entasser les gens dans les villes pour qu'ils deviennent des gangsters, des brigands et consorts. Mais il fallait développer harmonieusement tous les espaces. Eh bien, cela aurait évité la délinquance juvénile, cela aurait évité la prolifération du vice, la destruction de l'environnement, la recherche de l'endettement massif dont sont victimes, par exemple, les pays africains actuellement. On ne se serait pas endetté pour se développer si on avait changé, si on n'avait pas regardé le développement comme des mimes. C'est-à-dire, on a voulu imiter ce que les autres ont fait. D'ailleurs, avions-nous le choix? Nous avions le choix de mettre en place notre système éducatif. Mais nous n'avons pas voulu le faire. Samba Diallo avait posé ce problème à travers l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan. Devons-nous envoyer nos enfants dans l'école du blanc pour qu'il aille apprendre à lier le bois au bois et à vaincre sans avoir raison? Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde, non? L'éducation en question. Eh bien, le problème avait été posé. On a choisi, on a dit, bon, ok, envoyons les enfants à l'école du blanc. Tellement ils nous ont épatés avec des fusils où ils pouvaient nous tuer à distance, ainsi de suite. Une seule arme, un seul bruit, boum, plusieurs personnes meurent. Non, les gars là sont forts. Envoyons nos enfants dans leur école. Voilà la conclusion à laquelle ils étaient arrivés. Et on a envoyé donc les enfants à l'école. Et le résultat aujourd'hui, c'est que, eh bien, ils sont allés à vaincre, à apprendre à vaincre sans avoir raison. Mais malheureusement, l'Afrique, donc, est allée apprendre à vaincre sans avoir raison, en n'ayant pas les outils permettant de vaincre. Non, l'Afrique n'avait donc pas les outils. On leur a donné les bribes, on leur a dit d'apprendre X, AX plus machin, BX plus C égale machin, et puis le théorème de Thalès et de Pythagore, et puis on leur a enseigné à parler le bon français, à être un docteur en sociologie géomantique et tout ça, et puis c'est tout, hein. Voilà comment ça s'est passé. Mais les armes donc, pour vaincre sans avoir raison, ils ne les avaient pas. La preuve, dès qu'on nous titille un peu seulement, on court vers la Russie pour aller chercher l'aide là-bas et tout. Donc, en fait, nous sommes allés à l'école, on a eu des doctorats, des agrégations et tout, mais on n'a pas la force, la puissance pour pouvoir se protéger. Or, nous avions la possibilité de faire autrement. Donc, je voulais tout simplement dire, eh bien, pas de procès. Nous, on ne va pas faire un procès là-dessus, mais nous allons seulement présenter les éléments objectifs qui permettent de voir
si oui ou non, nous avions bien fait de suivre l'Occident dans ce que nous voyons désormais comme résultat catastrophique, ou bien pouvons-nous maintenant prendre une autre voie? C'est ce que nous, Save Africa, c'est ce que nous voulons proposer, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le procès vraiment, si l'on va faire 1000 procès, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. D'accord. Merci à vous, grand prêtre. Docteur Fabou, je vous retrouve et tout à l'heure, on a suivi on va dire, la lecture faite par le grand prêtre qui essayait véritablement de comprendre les raisons qui ont fondamentalement conduit à la mise en place du machinisme et pourquoi les Africains ont suivi notamment cette donne qui a été mise en place notamment au lendemain de cette révolution industrielle, on l'a dit, du côté de l'Europe, présentée notamment comme étant une véritable trouvaille qui devrait permettre à l'humanité tout entière de pouvoir faire beaucoup plus de revenus dans l'agriculture avec la mise en place des tracteurs, des moissonneuses et autres batteuses. Alors, pour être davantage complet autour de ces conséquences qui ont véritablement conduit à ce machinisme, est-ce que c'est davantage la course effrénée vers l'intérêt ou alors c'était motivé par le sentiment, alors le désir de vouloir prendre véritablement à bras le corps l'alimentation de l'humanité? Tout simplement, nous allons dire non. Parce que en fait cette machinisation, disons, je n'arrive pas à prononcer le terme, disons que l'utilisation de ces machines en agriculture, c'est pas seulement des machines, comme vous avez dit au début de votre introduction, vous avez un peu essayé d'expliquer ce que c'est. Ce n'est pas seulement l'utilisation des machines. En dehors des machines, il y a les engrais, il y a les pesticides, il y a tout ça. Donc ça marche ensemble. C'est tant des choses qui marchent ensemble. On ne peut pas utiliser les machines sans utiliser les pesticides, sans utiliser les engrais, sans utiliser. Bon, il y a tout les fongicides. Exactement. Liaison avec vous, docteur Fabou, et on va vous retrouver certainement dans un court instant, le temps pour la liaison d'être mieux fluide avec vous. Alors, Madame Pélagie, je vous retrouve tout à l'heure et dans le déroulé du docteur tout à l'heure, elle a essayé véritablement d'étendre la compréhension véritable autour de ce machinisme agricole qui va de pair avec notamment la mise en place des engrais chimiques. On en parlait il y a peu, ce qui nous laisse quand même comprendre effectivement que si oui, avec la mise en place du machinisme, l'on pouvait avoir la capacité, bien entendu, de toucher des grandes surfaces cultivables. Il y a un fort risque véritablement de pouvoir tomber dans l'utilisation effectivement des engrais pour pouvoir booster la production agricole, et ce qui devrait en principe être néfaste pour la santé. On en a longuement parlé. Mais à votre niveau, qu'est-ce qui aurait davantage, Madame Pélagie, mis pression, qu'est-ce qui aurait fait pression davantage sur les Africains afin qu'on se retrouve dans ce modèle occidental qui n'a pas été véritablement conçu sur le continent africain? Pour cette question, moi je pense que c'est au niveau de la politique. Ou alors de nos dirigeants qui sont allés faire l'école, par exemple en Occident. Vous voyez bien que nos chefs d'État, nos gouvernants ont fait les études en Occident, la majorité. Et maintenant, quand ils sont allés apprendre, qu'est-ce qu'on leur a dit? Au niveau spirituel, ils vont où? Ils vont où? Les loges. Dans ces loges, ils ont des dirigeants, il y a des gens qui les initient. Et maintenant, quand vous avez des initiateurs, c'est eux qui vous dictent la loi, qui vous disent ce que vous devez faire. Par exemple, si on vous dit que si vous voulez être plus puissant, par exemple, voici ce que vous devez faire. Vous allez exécuter, parce que vous voulez devenir puissant. On vous dit, par exemple, si vous avez fait l'école, que pour devenir, par exemple, un chef d'entreprise ou alors un grand, pour être plus puissant, il faut que vous ayez, par exemple, vous soyez obéissant pour que votre mentor, c'est-à-dire celui qui vous a parrainé, qui vous initie, puisse vous donner les possibilités de vous en sortir aussi dans la vie. Et comme vous voulez être comme lui, vous voulez l'imiter, vous avez vu qu'il est puissant, il a des grosses voitures, il a des grosses villas, il a des châteaux et tout, et vous appréciez cela, vous savez que l'homme vit à travers ses sens. Donc tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il hume, vraiment l'influence beaucoup. Donc maintenant, quand il entend, par exemple, que être bien, ça
d'argent, il va aller vers ça. On lui montre par exemple à la télé, ou alors son professeur lui dit, pour être bien par exemple, il faut que dans l'avenir, tu sois en bonne santé, que tu aies beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup, tout ça. Il va se mettre à faire ce que son professeur ou alors son mentor lui a dit. Parce qu'il a vu que son mentor aussi fait exactement ce qu'il est en train de lui dire. C'est-à-dire qu'il va créer des entreprises, il va fabriquer des machines pour être bien dans la vie. Donc, il va imiter. Donc, moi, je pense que c'est parce que nos dirigeants ou alors nos politiciens, parce qu'il y a des politiciens qui n'ont pas fait l'école, qui font quand même politique, mais ils ont une vue qui est étriquée, une vue étriquée du bonheur. Et c'est ce bonheur qu'ils recherchent. Et ils ont entraîné la population qui est faible et qui n'est pas orientée. Donc, ils ont la population suivre bêtement parce qu'eux-mêmes, ils ne se retrouvaient pas. Ils ont pensé que c'était bien. Est-ce qu'ils avaient la capacité de dire non ou alors de faire autrement? Moi, je pense que non. Ils n'avaient pas la possibilité. Et on pense à ces Africains que tout c'est d'abord joué au niveau du spirituel. Donc, spirituellement, nous avons été dominés. Et par la suite, le reste a suivi. C'est-à-dire que quand vous êtes dominé spirituellement, vous ne pouvez que faire ce que vos mentors ou alors vos maîtres spirituels vous demandent de faire. S'ils ont dit que voici le comportement qu'il faut suivre, vous allez le faire. Puisque vous êtes vraiment, vous voulez être initié. Donc moi, je pense que voilà où est partie la difficulté. Et nos dirigeants ne pouvaient pas dire non, ou alors nos politiciens, ils ne pouvaient pas. Ils étaient incapables même de penser, parce qu'ils ne pouvaient que ingurgiter ce que les autres ont pensé et mettre en pratique. Ils n'avaient pas la force, ou alors le courage de dire non, même quand certains ont vu, par exemple, que bon, mais telle chose peut ne pas être bien, on peut faire autrement, mais ils n'avaient pas la force de dire non à leur patron, si on peut appeler ça comme s'ils n'avaient pas la force. Donc, il fallait bien qu'ils suivent bêtement, mais je pense que maintenant, avec tous les efforts qui sont fournis en Afrique aujourd'hui, où l'Afrique est en train de se réveiller, sûrement la donne va changer parce qu'il y a des nouveaux penseurs, il y a des nouveaux leaders qui sont en train d'apparaître et qui vont montrer une nouvelle voie aux Africains. Je vous retrouve rapidement sur cette question. La question de fond ou alors la réflexion sur laquelle je voudrais effectivement que l'on puisse appesantir, parce que si on essaye d'évoquer, de revenir sur les raisons ayant conduit notamment à la mise en place de l'apparition des machines dans l'agriculture, d'aucuns vous diront que c'était davantage pour permettre d'abord à l'homme de domestiquer véritablement le paysage, l'environnement, mais aussi d'accroître, on l'a dit au risque de nous répéter, d'accroître véritablement la production agricole afin de permettre notamment à une nutrition d'une large, du moins c'est d'une très grande partie des consommateurs. Est-ce que dans le fond, ne pas inclure dans cette dynamique des machines dans l'agriculture pouvait permettre effectivement à l'homme, à l'Africain de pouvoir atteindre ce que les scientifiques appelleraient l'autosuffisance alimentaire, parce que c'était véritablement ça, au risque de me tromper, l'idée de fond qui était motivée vers la mise en place d'une agriculture beaucoup plus industrielle. Bien, est-ce que je pense que ce qu'il faut noter, je ne sais pas si c'est à moi qu'il a été... Oui, la question est à vous, la question est à vous, grand-père. Ah, d'accord. Alors, ce que je voulais d'abord redire, parce que c'est très important, comme je sais que le journaliste parle toujours, il est, comme on dit, la voix des sans-voix. Vous avez relevé un élément important sur lequel je voulais encore m'appesantir. C'est cet élément qui concerne effectivement le fait que les hommes se retrouvent en train d'avoir besoin des machines parce que sinon on ne va pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est l'une des raisons fondamentales de la pratique du machinisme agricole. Mais attention, il faut d'abord noter, et ça, Fabrice, tu as bien fait de relever cet aspect holistique de ce que s'appelle, de ce que est le machinisme agricole. Et dans cette perception-là, vous allez constater que dans le machinisme, il n'y a pas que les tracteurs. Il y a aussi les machines de transformation. Ah, et par rapport à ça, je pense que globalement,
on n'a rien contre. Même si nous allons au fond pour aller constater finalement que la transformation industrielle des produits agricoles dénature complètement l'aliment, lui enlève l'essentiel de ce qui est élément nutritif, et malheureusement, cela entraîne l'apparition de pathologies nouvelles qui n'existaient pas lorsque l'homme se nourrissait encore de manière naturelle. Donc vous voyez la raison qui est évoquée concernant, eh bien, la grosse production, cela ne suffit pas. Ce n'est pas une raison suffisante pour faire introduire les machines, les tracteurs, parce que je veux d'abord m'attarder un peu. Je sais que le docteur Fabou tout à l'heure voulait déjà y aller, je veux peut-être m'y mettre. Il faut noter que dès que le tracteur, je vais d'abord parler uniquement du tracteur. Quand le tracteur se met à remuer la terre, voici ce qui se passe. Premièrement, les vers de terre qui jouent un rôle extrêmement important dans la fertilisation du sol sont désormais détruits et n'ont plus la possibilité de vivre dans cet espace. Je commence par les vers de terre. Je passe ensuite aux insectes pollinisateurs, aux insectes qui sont chargés d'apporter des éléments aux plantes, parce que la nature a prévu ça comme ça. Quand l'insecte vient apporter tel élément, il mange en contrepartie quelque chose sur la plante. Mais savez-vous, vous a-t-on dit ce que l'insecte apporte à la plante en mangeant? Parce que la vie fonctionne comme ça, donner et recevoir. Aucun insecte n'est nuisible dans l'agriculture. Chacun joue un rôle, mais que l'ignorance généralisée, le matérialisme a totalement empêché les gens de constater, de voir. Donc, le tracteur va faire disparaître toutes les bêtes qui vivent dans, je veux dire, la croûte terrestre. Tout ce qui vit dedans, donc vers de terre, limaces, tout ce que vous pouvez imaginer, qui joue un rôle important dans l'aération et la fertilisation du sol, le tracteur fait disparaître. Donc du coup, il faut remplacer tout ça. Que désormais qu'on puisse encore cultiver quelque chose sur cet espace, il faut donc apporter ce que le ver de terre apportait. Il faut apporter ce que la pourriture de la plante apportait. Il faut apporter le phosphore qui était apporté auparavant de manière naturelle. Il faut apporter le magnésium. Il faut apporter tout ce dont la plante a besoin pour vivre et pour croître. Et pour apporter ça, puisqu'on a détruit ça avec l'engin, forcément donc, eh bien, ça va entraîner ce que le docteur Fabou a évoqué tout à l'heure, à savoir donc les engrais chimiques, les pesticides, parce que la lutte, j'ai failli dire microbiotique, peut-être ce serait trop savant, mais la lutte biologique qui s'opérait de manière naturelle et entraînait l'équilibre dans la vitalité du sol, eh bien, n'existe plus. Tout est détruit. Le sol est ainsi lessivé par l'érosion qui va donc venir avoir lieu pendant que les pluies tombent et tout cela, parce que la terre est devenue excessivement meuble à cause, bien sûr,
du tracteur. L'érosion du sol par la suite va faire partir des sels minéraux qu'il faudra remplacer. Et alors il faut faire des industries de fabrication de potasse pour venir enrichir le sol. Vous voyez, rien que ce que le tracteur, l'entrée du tracteur dans le labour peut entraîner comme conséquence, encore que pour que le tracteur travaille, il faut détruire tous les arbres qui sont dans cet espace. Aucun arbre ne doit rester. Parce que le tracteur on doit éviter que le tracteur rencontre des obstacles pendant que les dents du tracteur fonctionnent et travaillent. Il ne faut pas d'obstacles. Donc, condition sine qua non, il faut nécessairement que tous les arbres disparaissent. Et si tous les arbres disparaissent, il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus tout ce qui, la flore et la faune qui devait exister dans cet endroit. Surtout que tracteur veut dire forcément monoculture. Donc vous voyez que finalement, la nature apporte une diversité de plantes pour la vie de la terre et l'économie vitale et des animaux et de tous. L'homme vient avec sa machine, détruit tout, et les arbres, et la faune, et la flore, sans oublier les mycorhizes qui ne vont plus être disponibles parce que les mycorhizes se forment au fur et à mesure que la roche pourrit progressivement. Or, quand c'est le tracteur qui broie, ce n'est plus de l'engrais. C'est le pourrissement progressif qui entraîne l'existence des mycorhizes, donc de ce qu'on appelle la pierre qui pourrit. Parce que tout ce qui pourrit, du minéral jusqu'à l'humain, c'est de l'engrais, c'est du humus. Tout à fait. Donc vous voyez que ces processus naturels, dès qu'ils disparaissent, évidemment, nous allons sombrer dans le machinisme, ne serait-ce que dans son aspect le plus bas. Je ne voudrais pas encore parler parce que même là, nous allons parler par la suite des conséquences, j'ai déjà évoqué ça un peu, de la transformation industrielle des aliments. Tout ce que nous mangeons dans les boutiques, nous achetons dans les magasins et consorts, nous croyons acheter des aliments, mais nous achetons des poisons. Parce que dans la plupart des cas, il n'y a rien de nourrissant dedans. Ce qui est encore nourrissant est exporté en Occident. Je le répète, ce qui est encore nourrissant est exporté en Occident. Ce qu'on trouve dans les magasins africains, il n'y a rien de bénéfique pour la santé de l'Africain dans ces produits industriels, manufacturiers, je veux dire, ces produits industriels, agricoles, qui sont mis à la disposition des Africains. Et nous n'avons pas des structures nous permettant de contrôler la qualité des aliments qui sont déposés dans tous nos magasins en Afrique. On nous apporte du n'importe quoi. La bonne banane est cultivée en Afrique, elle est exportée. Je dis bien la bonne banane, qui est incontournable dans la santé d'un enfant, elle est exportée en Occident. D'accord. Une main de banane, je l'ai expérimenté encore la semaine dernière. J'arrive à Douala. La banane, j'ai mis un peu plus long que prévu. La banane qu'on avait amenée du village pour manger pendant tout notre séjour, elle est terminée. Je m'en vais acheter de la banane douce. Vous savez combien coûte la banane douce? Une main de banane coûte, la plus petite main coûte 1000 francs. Avec des doigts un peu plus gros, c'est 2000 francs. La main de banane. Chers amis,
quel est l'Africain qui peut encore manger la banane? Ce n'est plus possible. Mais oui, mais c'est clair, la banane, c'est plus pour lui. Et il est en Afrique. Ah non, non, c'est pas possible. Or, maintenant, donc, la banane, c'est pour les riches et c'est pour l'Occident. Alors, je vous dis, je relève ces aspects-là pour que vous compreniez. D'accord. Et nous allons vous donner la solution. Nous parlons comme ça. J'ai dit que ce n'est pas un problème. Mais nous allons vous dire comment on devait faire pour ne pas se retrouver dans l'obligation d'utiliser des machines agricoles et tout. Vous allez voir comment on règle, juste avec l'intelligence, tous les problèmes humains, sans avoir à s'endetter, à chercher de l'argent par-ci, par-là. On vous donne la solution pendant qu'on y est. Merci infiniment. Docteur Fabou, on vous retrouve rapidement et on a donc, pour être beaucoup plus en phase avec nos téléspectateurs, la mise en place du machinisme agricole entraîne donc de fait la destruction de la vitalité du sol, ce qui entraîne donc irréversiblement, on va dire, la destruction en tout cas de l'humus, qu'il soit végétal ou alors animal, ce qui constitue d'ailleurs son engrais naturel qui est pourvu. Et donc, quand on l'a donc compris, parce qu'il fallait effectivement qu'on soit situé sur les méfaits de la mise en place d'une agriculture industrielle, du moins celle qui est bien entendu sous-tendue par la mise en place des machines et ce qui va avec. Et donc, la question, et c'est vrai que le grand prêtre a essayé d'y revenir là-dessus, est-ce que l'on peut véritablement faire une agriculture intensive, c'est-à-dire à grande échelle, sans toutefois intégrer la mise en place des machines? Oui, c'est tout à fait possible parce que avant de prendre des décisions, on essaie d'abord de peser le pour et le contre. C'est en fonction de ça et de nos objectifs qu'on décide de choisir une voie. Alors si on se rend donc compte que le machinisme est un problème, et comme le Raphaël l'a dit, au niveau du sol, au niveau, après le sol, on a des engrais, tout ça qui influence donc la santé, la production alimentaire et ensuite maintenant la santé pour les personnes qui vont consommer. Et aussi le fait que, parce qu'on a toujours l'habitude, en fait on regarde beaucoup le ventre, mais il y a aussi des fonctions biologiques qui sont non commandées par la volonté humaine, si on peut dire, comme la respiration. On parle souvent de la destruction de l'atmosphère et tout ça avec les industries qui apparaissent, les gaz qui sont produits, les voitures et tout. Mais les machines aussi entrent à l'intérieur. Ces tracteurs-là, en fait tous ces appareils-là entrent aussi dans cette production-là. Et plus il y a production de ces machines, plus il y a utilisation et plus il y a aussi destruction de l'air, en fait on va dire l'air que nous respirons. C'est un gros problème. Ce n'est pas seulement au niveau de la consommation, c'est-à-dire l'aliments qui passe dans la bouche à cause de tout ce qui s'est passé avant, comme on a décrit tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté-là, c'est que nous polluons aussi l'air que nous respirons à cause de l'utilisation de ces machines-là. Donc plus on va entrer dans cette façon de faire, plus on va détruire même l'air ambiante. Donc ça sera changé. Et quand vous regardez bien dans les pays où c'est développé, nous avons déjà eu à voir des nuages qui apparaissent. En fait, l'atmosphère là-bas est complètement différente, elle est détruite et il y a tout un tas de maladies donc qui apparaissent dues à cela. Sauf que on ne dit pas de manière ouverte que c'est dû à ces maladies, c'est dû à cette terre-là. Parce qu'il y a des maladies quand même en Afrique qu'il n'y a pas en Europe ou en Amérique et tout ça. Certes, il y a oui, toutes les maladies de civilisation, la plupart sont connues, on a déjà eu à répertorier certaines ici en Afrique, les plus connues, le diabète, tout ça. Mais il y en a aussi qui ont des noms tellement compliqués que vraiment pour prononcer même c'est difficile, et des maladies qui détruisent aussi l'être, tout comme le diabète. En fait, toutes ces maladies dont on chante tout le temps, mais il y en a aussi
qui ne sont pas dites ouvertement, mais qui sont causées par la destruction de l'atmosphère, de la couche d'ozone et tout ça là. Donc ces tracteurs-là aussi ont un rôle dans ce cas-là, en dehors même du cas de l'alimentation comme on a vu tout à l'heure. Et il y a aussi même les personnes même qui sont censées utiliser ces appareils-là. Quand on essaye de faire le ratio concernant certaines maladies, même au niveau des appareils, de l'appareil génital par exemple, beaucoup plus chez l'homme, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup qui sont dus à... généralement, c'est répertorié chez ceux qui font... Pardon, c'est ceux qui font la moto, donc qui sont des spinners, comme on dit souvent. Il y en a qui sont chez ceux qui font, ceux qui conduisent le taxi. Il y en a chez ceux qui ont les camions et tout. Donc, il y en a aussi chez ceux qui utilisent, qui sont censés donc être des pilotes de ces appareils-là. Il y a toujours des effets très toxiques à ce niveau-là, parce que on est en position assise. Et il y a une chaleur énorme qui quitte du bas de... En fait, je ne connais pas très bien les noms et comment les machines, des moteurs et tout, qui engendrent certaines maladies. Et de manière commune, ça ne se dit pas tellement, en fait, on n'en parle pas vulgairement, mais il y a des thèses, il y a des écrits qui ont eu à faire des statistiques sur certaines maladies, même dites de civilisation, qui apparaissent, en fait, disons que il y a les facteurs de risque qui sont dus à l'alimentation et tout, mais même ces métiers-là aussi favorisent l'assise de ces maladies-là. Donc, il y a tellement d'effets secondaires, il y a tellement d'inconvénients qu'on se dit que non, si avant ces maladies-là n'existaient pas, et qu'on parvenait quand même à s'alimenter, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire autrement. Et après avoir dit cela, il y a donc les propositions qui viennent donc de Save Africa pour dire oui, c'est possible, effectivement. Lorsque tu essayes de voir ce qui se passait avant, je te dis bon, c'est possible, mais tu ne sais pas comment faire. Et donc, il y a donc l'expérience de Save Africa qui est là pour dire, ça a déjà été fait. Et comme M. Ndouma était ici au village, il a été même au champ, donc il a vu ce qui était fait. Je voudrais, docteur, je m'en sens te couper, hein. Je voulais apporter, encore toujours à cette suite-là, je voudrais apporter un élément concernant l'utilisation des tracteurs, et en particulier, et ensuite des engins qui affrontent la résistance de la terre pour la rendre meuble. Est-ce que vous savez les conséquences immédiates? Je vous donne très rapidement une des conséquences immédiates. Pas mal de personnes qui ont conduit des tracteurs pour labourer la terre et tout se retrouvent avec des maladies comme Alzheimer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez cette fois-là? Parce que je voudrais justement, vu que vous souhaitez revenir... Oui, j'entends. Oui. J'entends là. Je voudrais bien entendu que nous profitions rapidement de votre séquence de réaction pour répondre à la préoccupation de Messa qui souhaiterait lui également mieux savoir et connaître sur l'impact donc du machinisme agricole sur la pédologie, c'est-à-dire la structure des propriétés physiques et même chimiques du sol, et encore plus sur leur évolution. Est-ce que cela a un impact véritablement significativement négatif sur les propriétés physiques chimiques du sol? Oui, bien sûr, ça c'est évident. C'est une évidence, mais bon, je vais peut-être d'abord terminer avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui terminent parce qu'ils ont conduit des tracteurs tout le temps, ils terminent avec Alzheimer, ils terminent avec Parkinson, et on se demande mais d'où ça vient, comment est-ce que le machin, non. Mais attendez, mais ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie qui a une cause, qu'on pourrait appeler une cause chimique, physique, physico-chimique. C'est-à-dire que tu ne peux pas être soumis pendant 8 heures tous les jours à la vibration d'une tronçonneuse, par exemple, de bois, ou d'un tracteur, pendant 8 heures tous les jours. Mais tu vas finir avec une tête totalement désorganisée. Ce n'est pas possible que tu t'en sortes autrement.
Mais qui sera là, puisque tu seras déjà à la retraite souvent? Parfois, tu as les premiers signes pendant que tu travailles encore, tu crois que, comme c'est l'argent que tu cherches, après, cher ami, quand tu es déjà à la retraite, tu n'as même plus les possibilités d'être pris en charge par la société au moment où tu vis les conséquences des vibrations de l'engin pendant tout le temps que tu as travaillé. Mais c'est incroyable l'injustice qui se développe sur la terre. C'est incroyable. Donc, vous avez là une preuve que le mécanisme agricole, le mécanisme dont, quand vous mettez les tracteurs, moi je préfère préciser ça, quand vous mettez les tracteurs, encore que quand on dit machinisme, ça ne veut pas dire forcément tracteur. Ça, je dois encore aussi préciser ça. Machinisme peut vouloir dire charrue, peut vouloir dire charrette. Machinisme ne veut pas forcément dire un tracteur que le pauvre Africain ne peut pas s'offrir parce que ça coûte au moins 14 millions ou 15 millions. Le paysan africain va prendre 15 millions où? Pour s'acheter un tracteur, parce que ça ne sera pas seulement le tracteur. Tout à l'heure, Fabrice parlait en disant tracteur, moissonneuse, batteuse, ainsi de suite. C'est un ensemble d'outils et de machines qu'il faut avoir. Dès que tu commences avec le tracteur, tu ne vas pas t'arrêter là. Donc, je voudrais dire, toutes les conséquences de tout cela, c'est que ça a entraîné le chômage tous azimuts en Afrique. Tous azimuts, l'apparition des tracteurs. Avant d'arriver à la préoccupation de Messa tout à l'heure, je dis, regardez le chômage endémique en Afrique. Nous devrions avoir honte. Et nous avons donc des fameux dirigeants ministres, chefs d'État et consorts économistes en chef dans les pays africains qui développent les théories qu'ils ont assimilées ou mal assimilées sans être capables d'adaptation dans leur contexte et qui vont nous montrer comment est-ce que, machin, pour que la croissance et tout. Qui vous a dit que c'est la croissance qui rend les gens heureux? Voyez, on va arriver à ça. On va peut-être faire une émission sur l'économie. Moi, je vais dire aux Africains comment les paysans, ce que veut dire l'économie. Il faudra que les étudiants en économie et les professeurs d'économie, là, ils viennent suivre l'émission, ils apprennent, ils se mettent à l'école. Pour voir ce que veut dire l'économie, comment on fait. Donc le problème, c'est que ces conséquences sont catastrophiques. L'utilisation de ces engins-là. Un tracteur qui va faire 1 hectare par jour, met combien de personnes au chômage? Un tracteur. Et on a dépensé combien pour l'avoir, le tracteur? Il est amorti en combien d'années? On l'amortit en combien d'années, le tracteur? Surtout qu'il ne faut pas qu'il soit seul. Parce que tracteur veut dire après, il faudrait que tu aies une camionnette pour faire sortir la marchandise. Tracteur veut dire, il va falloir forcément que, eh ben, on cultive des grands espaces, et donc le tonnage est important, et donc il faut le carburant, il faut entretenir le tracteur, il faut envoyer des gens en formation pour l'entretien, il faut les pièces de rechange, nous sommes prisonniers et dépendants de ceux qui fabriquent les tracteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, attention. Maintenant, pour revenir à la question de notre ami, parce qu'on a encore beaucoup de choses, je crois que Fabrice, je crois qu'on va revenir encore, peut-être pour une autre émission uniquement, sur cette question du machinisme-là, parce que, pour revenir à la pédologie, lorsque on étudie les sols, on se rend compte, comme d'ailleurs l'homme même, parce que l'homme il est composé comme le sol, il est comme la terre, il y a plusieurs couches. Il y a ce qu'on appelle la terre arable, la partie arable du sol. Pourquoi elle est arable? Elle est arable parce que, avec du temps, la faune
que ce soit les vers de terre, les insectes, les micro-organismes, tout ce qui vit sur la terre a eu le temps d'enrichir par décomposition progressive à rendre l'endroit riche en compost, en éléments nutritifs pour les plantes. Voilà ce qu'on appelle la terre arable. Je m'en fous de vos définitions des universités. Je ne connais même pas ça. Moi, je vous parle de ce que je fais et ce que je vois. Et c'est pour cela que cette terre, au fur et à mesure, ouais, elle a la coloration foncée. Elle devient progressivement noire. On vous dit aujourd'hui que l'Ukraine, malgré la situation où elle est, où l'Union soviétique produit énormément de céréales et consorts, parce que sa terre est noire. La terre est devenue noire pourquoi? Qu'est-ce qui l'a rendue noire? Il y a deux choses qui entrent en jeu. Il y a le système de pourrissement des roches, suite soit à des volcans, soit à des mouvements tectoniques qui ont entraîné forcément des modifications géomantiques, bon bref, qui entraînent forcément qu'il y ait des modifications au niveau de la surface de la terre, et vous pouvez vous retrouver donc avec une terre arable qui a une épaisseur de 1 mètre, de 2 mètres. Nous voyons ça au Cameroun, par exemple, avec un endroit comme Fumbot, qui malheureusement est devenu aujourd'hui totalement saturé de produits chimiques, alors qu'on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Mais on a détruit totalement l'endroit et on continue à empoisonner les gens avec des tomates et consorts qui sortent des lieux de ce genre. Donc, moi je pense que rien que la destruction, le fait que le tracteur entre, remue, mélange la terre qui n'est pas arable avec celle qui est arable. Déjà, rien que par ce processus, il y a diminution des éléments nutritifs des plantes. Parce qu'on a pris une partie argileuse, par exemple, qui n'est pas par nature censée apporter des éléments nutritifs, à part des oligo-éléments, eh bien, on a mélangé avec la partie arable qui noircit au fur et à mesure à cause de la décomposition. Eh bien, et tout cela donc, avec la disparition de toute la flore et la faune qu'on a indiqué tout à l'heure, eh bien, la terre donc s'appauvrit. Voilà une des conséquences. C'était pour répondre à notre ami tout à l'heure qui posait la question sur les conséquences au niveau du sol. Il y a donc destruction de la richesse du sol par l'utilisation de la machine, donc du tracteur. D'accord. Alors, Madame Pélagie, rapidement, il y a cette préoccupation de notre téléspectateur qui pense qu'il faille d'abord pour le continent africain, bien entendu, de pouvoir aller à une agriculture paysanne, celle qui pourrait davantage permettre aux Africains de pouvoir d'abord se prendre en charge du point de vue alimentaire, et que pour lui, c'est nettement la priorité. Est-ce que l'agriculture paysanne ou alors traditionnelle, pour reprendre les propos de Dr Fabou sur ce plateau il y a quelques semaines de cela, cette agriculture peut effectivement nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais surtout en ayant en esprit qu'il faille permettre véritablement à tout le continent africain de pouvoir se prendre en charge sur le plan alimentaire? Effectivement, M. Ndoum, cela est possible, surtout si on tient compte de ce que le grand prêtre disait tout à l'heure. Il a parlé du fait que les gens se sont entassés dans des villes par milliers, alors que ce n'était pas nécessaire. Si on commence à promouvoir l'exode urbain, nous pensons que voilà déjà une solution pour régler ce problème-là. On doit faire en sorte que les jeunes commencent à vouloir repartir vers les zones rurales pour aller pratiquer l'agriculture, ou alors pour commencer à apprécier la vie à ce niveau-là. Donc on doit remplir les conditions pour qu'ils puissent aimer leur village. Parce que lorsque les gens commencent à se déployer plutôt vers la ville, ils s'entassent.
Ce qui est normal, c'est qu'on doit machiniser l'agriculture pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. On doit augmenter la production parce qu'eux-mêmes, ils ne travaillent plus. Alors que si on commence à promouvoir l'exode urbain, les jeunes vont se retrouver dans les villages, ou alors même ceux qui ont encore la possibilité de travailler vont rentrer dans les villages, vont recommencer à travailler comme cela se faisait avant. Parce que dans les villages, chacun a... c'est vrai que c'est devenu égoïste, chacun travaille son champ, mais au moins, chacun travaille pour pouvoir nourrir sa petite famille. Travaille ce dont il a besoin pour subvenir à ses besoins. Au moins, chacun le fait. Et à ce niveau-là, il ne peut pas avoir un problème d'alimentation. C'est parce qu'on est parti s'entasser dans les villes que ce problème se pose. Donc nous pensons qu'il faut que les jeunes commencent à rentrer dans les villages. Et pour cela, il faut bien que les politiques repensent leur façon de leur gestion des choses. Voir dans quelle mesure ils peuvent ramener les choses dans les zones rurales pour amener ces jeunes, comme ils l'ont fait pour qu'ils partent vers les villes. Ils font le possible contraire. Ils leur donnent la possibilité maintenant d'aller dans les villages et se mettre à travailler. C'est possible. Si chaque famille travaille, je pense que ce problème ne se posera pas. C'est parce qu'on travaille pour les autres. C'est-à-dire, comment pouvez-vous imaginer que moi, je suis une paysanne, je fais mon petit champ, mais je dois nourrir peut-être 50 personnes qui sont entassées en ville. Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je suis obligé d'utiliser les produits chimiques, d'utiliser les pesticides pour que le rendement soit important, pour que je puisse les nourrir, tous ces 50. Parce que si j'ai un espace, par exemple, un demi-hectare, mais ce sera compliqué pour moi pour que je puisse avoir assez d'aliments pour eux. Donc, la solution, c'est qu'ils reviennent. Moi, voilà ce que je pense, qu'ils reviennent dans les villages. Et pour ça, nos politiques doivent penser à cela, revoir leur politique, revoir leur façon de penser l'agriculture, ou alors de penser même l'économie, parce que tout à l'heure, le grand-père parlait de la croissance. On entend souvent les 2 chiffres, et on fait 3 chiffres, 4 chiffres. C'est par rapport à quoi cette croissance-là? Mais qu'est-ce que l'homme est venu faire sur la terre? Est-ce qu'il est venu pour augmenter sa richesse à l'infini, sans arrêt, sans penser à ce qui est essentiel, et à penser aux autres créatures qui sont autour de lui? Pendant qu'il veut se nourrir, il veut être bien dans sa vie, mais il détruit les autres. Par exemple, vous achetez un tracteur pour travailler dans un village, par exemple, vous avez un espace. Quand vous allez décider de travailler, vous allez, comme on disait tout à l'heure, détruire les arbres. Lorsque vous allez détruire les arbres, les populations, vos voisins, n'auront plus même de l'eau à boire parce que la terre va s'assécher. Il n'y aura plus de l'eau. Maintenant, aujourd'hui, on entend beaucoup parler du problème d'eau. Mais il va s'accentuer parce qu'on est en train de tout détruire. Et même quand on veut travailler avec ces tracteurs, on enlève tout. Et le soleil commence à frapper les gens sur le crâne, sur la tête et tout. Et au fur et à mesure que la tête va chauffer, qu'est-ce que vous attendez? C'est que les gens commencent à voir au fur et à mesure les violents maux de tête. Et des cancers même. Et des cancers même du cerveau et tout. Donc moi je pense qu'il faut qu'on revoie ça. Ce n'est pas possible. Si on continue comme ça, nous aussi on va s'engouffrer. Et puis on va vivre les mêmes conséquences que les autres ont vécues avec ce machinisme-là. On doit revoir cela. Donc on doit recommencer à apprendre aux jeunes que l'agriculture, ce n'est pas pour les autres. Parce qu'on se dit que c'est un métier sale. Bon, si tu es agriculteur, ça veut dire que tu dois être sale. Vraiment, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être riche. C'est faux. On peut être riche avec l'agriculture. Monsieur le docteur Pabou parlait tout à l'heure de ce village. Vous qui nous voyez là, tout à l'heure, on a laissé la roue pour venir parler. Quand vous nous regardez, est-ce qu'on ressemble à des gens qui sont malheureux ou alors qui souffrent? Mais on sait que lorsqu'on va travailler, on va bien manger et on sera en bonne santé. Et en même temps, on travaille nos médicaments. En même temps, on construit nos maisons. En même temps, on cherche les éléments pour notre habillement. Donc, tout cela permet à l'être d'être heureux. Mais je voulais même dire à ta suite, hein, mais pourquoi est-ce que... Qui a dit que... C'est pour ça que je parlais du système éducatif. Oui. Qui a demandé aux Africains de faire le programme d'école, que l'école commence le matin à 7h30, ça finit le soir à 15h. On est obligé de faire comme chez les Européens. Pas du tout. Qui a dit ça? Même dans les villages. Cher ami. On peut faire comme dans ce village. Les enfants, le matin, sont au champ. Les enfants sont au champ le matin avec les parents. Et l'après-midi, ils font les cours. Et au champ, ils apprennent quoi? Ils font les mathématiques appliquées, la géométrie appliquée. Ils font la physique appliquée, la chimie appliquée, la science d'observation appliquée. Ils font tout ça appliqué du matin jusqu'à... Après, maintenant, ils se lavent très bien. Ils entrent dans un espace protégé contre les intempéries, contre les bestioles et tout, très très bien, propre. Et maintenant, ils sont donc en philosophie. Ils philosophent, ils s'interrogent. Hein? Ils sont en train de... Là maintenant, ils peuvent donc
faire les mathématiques. Hein, ils peuvent apprendre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Qui a demandé le programme de 7 heures du matin, même dans les zones rurales? Je demande souvent que vos dirigeants, là, ils sont normaux. Qui a organisé ça? Un continent essentiellement agricole. Mais comment vous n'allez pas poser le problème qui vient de se poser tout à l'heure là? Si la mère, le père, avec ses 2, 3, 4 enfants, travaillaient ensemble jusqu'à ne serait-ce que 11 heures, de 6 heures du matin à 11 heures, 5 heures de temps, ensemble, la production là, qu'il n'y a que la maman et le père, mais la production augmente. Cher ami, c'est pratique ce que je suis en train de vous dire. La production augmente. L'enfant ne va pas travailler avec le même rendement ou la même intensité que le père ou la mère, mais leur contribution est essentielle. Et ils apprennent dès le bas âge à se prendre en charge, à participer à la vie de la collectivité. Ce n'est pas de les envoyer aller apprendre à réciter les fables de La Fontaine pour aller avoir le diplôme, et après ça, ils ne savent même pas laver les... Ça ne sert pas dans la vie de chacun. Ça ne sert pas dans la vie de tous les jours. D'amour, belle marquise, me faut mourir vos beaux yeux. Alors, on va apprendre tout ça là. Est-ce que c'est ça qui fait manger, c'est ça qui fait évoluer l'homme? Non, monsieur. Non. Merci. Qu'on sorte de là. Donc, j'ai voulu mettre un peu de doigt, j'en ai profité, pour dire que non, on ne peut pas quand même continuer éternellement à suivre, à mimer, à imiter l'Occident comme ça. Tout à fait. Madame Pélagie, vous chutez rapidement et puis on va prendre la seconde dorsale pour sortir ce programme qui consistera donc à savoir comment faire pour ne plus être effectivement dépendant du machinisme. Je crois qu'on a déjà amorcé et on a essayé de donner quelques éléments de réponse. On se dit que si déjà on revoit le système éducatif, on revoit cela, si on peut au moins commencer, si comme la vie est devenue, si tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire ton nom et tout ça, ça va être un problème dans la société de nos jours. On revoit au moins la façon d'occuper les enfants. On commence à les occuper dès le matin et puis on change un peu d'activité pour qu'ils puissent être plus actifs dans la société. Parce que par exemple, on se rend compte que par exemple, les élèves et les enfants qui n'ont pas pratiqué l'agriculture par exemple, quand vous les mettez face à un problème, ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Il ne peut pas résoudre le problème parce qu'il n'a pas les éléments que la nature devrait lui apporter pour qu'il puisse résoudre son problème. Il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris ça. En classe, on lui a dit 1 plus 1 égale 2. Mais sur le terrain, il ne sait même pas ce que c'est que 1 plus 1 égale 2. C'est sur le papier. Vous demandez à un enfant, dans sa vie de chaque jour, de faire un cercle dans sa vie, il ne saura pas faire un cercle. Il sait qu'on fait le cercle sur le papier et le bic. On a le bic. Si on ne peut pas faire le cercle sur le papier, vraiment, ce n'est plus possible. Il faut recommencer à lui apprendre à faire le cercle dans sa vie. Mais ce n'est pas possible. Si c'est comme ça, on n'a que des enfants anormaux qui maintenant, lorsqu'ils prennent par exemple le pouvoir, comme ceux qui ont pris le pouvoir il y a peut-être 30, 40 ans, 50 ans, ils ne savent même pas où conduire leur population. Ils sont vraiment perdus. Ils ne savent même pas quoi faire. Donc, revoyons l'éducation de nos enfants. Repensons l'éducation. Disons-nous, à partir de maintenant, on n'est plus obligé d'utiliser les machines. Il y a les chevaux, il y a les bœufs qu'on peut utiliser pour rendre le sol souple. Le bœuf ne peut pas détruire l'environnement. Il va juste labourer un petit espace en passant et il est conscient. Il n'est pas comme une machine qui est complètement inconsciente, qu'on a positionnée là, elle détruit tout ce qu'elle trouve. Le bœuf ne va pas détruire tout. Il va juste labourer et par là, si vous le suivez derrière, vous plantez et vous apportez la vie. Il faut savoir que pour que l'homme aussi soit en bonne santé, il doit porter de l'amour, de la vie dans ce qu'il fait. Si je fais l'agriculture avec des machines, je suis un peu comme un automate, un peu comme cette machine que j'utilise. Mais je suis là, je travaille seulement, je ne sais même pas de quoi il s'agit, je travaille. Alors que quand tu travailles avec un bœuf, tu participes de sa bonne santé, ce bœuf va transpirer, toi-même tu vas transpirer, tu vas dégager toutes les toxines qui seront dans ton système. Voilà une aussi des conséquences, parce que les gens deviennent sédentaires. Celui qui est assis par exemple sur sa machine, on ne peut pas dire qu'il fait du sport, il ne fait rien. Il est assis, il bouge seulement les boutons, il appuie ici, on lui dit tu appuies par ici, et tu appuies telle autre pédale, et c'est tout. Mais il va rester assis, il est un sédentaire.
Par la suite, il va avoir des maladies graves qui ne pourront même pas, tout l'argent qu'il aura gagné ne pourront pas résoudre ce problème-là. Donc, on doit revoir complètement la façon de travailler. Repensons notre façon de travailler, de faire l'agriculture, même l'économie, on doit tout revoir. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, comme je disais dans mes premiers propos, il faut que nos dirigeants redeviennent des vrais initiés, parce qu'ils ont perdu la vraie initiation. Merci, merci à vous. On va rendre quelques réactions de nos téléspectateurs sur la page Facebook. Mwalen Oulard qui nous écrit à plus d'une fois, en tout cas pour lui, les engrais naturels, à savoir les ordures ménagères, les excréments des animaux. Les excréments des animaux sont de la basse-cour, pardon, même l'herbe qu'on enlève sur la terre cultivable, les calcinés éparpillés sur la terre cultivable labourée, je crois que vous l'avez dit, constitue en soi de l'engrais. Le même Oulard nous écrit, les jeunes ont peur du village à cause des sorciers. Roméo depuis Lametou, merci Save Africa pour ce que vous faites vous faites comme travail dans ce combat de libération. À vous comprendre, l'agriculture devrait donc être au centre des politiques africaines et l'agriculteur au cœur de la pratique agricole. C'est simplement magnifique. Merci. Merci infiniment à vous. Roméo Assise Doumbouya. Ne nous y trompons pas, il y a une guerre de l'agriculture, des multinationales internationales qui veulent s'accaparer de nos terres, nous imposer ce que l'on doit cultiver ou ne pas cultiver. La libération de l'Afrique doit nous amener à progresser dans cette science de l'agriculture avec les terres fertiles que nous avons. C'est une honte que des Africains meurent de faim aujourd'hui. Mamadou de la Kamane qui nous écrit exact, le prof qui soulève les méfaits de l'agriculture intensive. Le même Mamadou insiste que l'agriculture industrielle, ça n'existe pas, c'est une agriculture intensive, le modèle occidental à ne pas recopier avec son lot de dettes, machines et céréales hybrides ne peut pas fonctionner. Voyons les suicides en Europe et bien liés effectivement à ce système. L'agriculture intensive avec l'utilisation des produits chimiques, pesticides, fongicides, insecticides et autres herbicides, matières entrants sont donc nuisibles pour la santé aussi bien pour les paysans eux-mêmes. Voilà. Alors, Dr Fabou, je reviens rapidement à vous pour essayer à votre niveau naturellement de pouvoir apprécier les méthodes et techniques qui devraient donc bien entendu être mise sur pied, parlant de cette technique-là, pour essayer de contourner véritablement le machinisme agricole que nous avons bien entendu pour la plupart dénoncé parce qu'il y a bien entendu des conséquences à tout point de vue sur le plan du sol, mais également sur le plan de l'humain. Comment faire donc pour parvenir à atteindre cette dimension de l'autosuffisance alimentaire sans toutefois faire recours au machinisme, du moins tel que sous la coupole du modèle occidental? Bon, des éléments, des propositions, des solutions même ont déjà commencé à être données par Madame la Présidente de Save Africa et par le grand prêtre aussi. Et nous voulons aussi, avant de chuter sur la réponse, en fait sur la réponse à l'action que vous avez posée, nous voulons aussi revenir un peu sur le système. Lorsqu'on dit agriculture intensive et que c'est pratiqué beaucoup plus, en fait ça vient de l'Occident et tout. Et nous avons aussi l'exemple de l'Ukraine qui est revenu durant, je crois, cette émission. Là où, quand on disait, bon, il y a la culture des céréales pour pouvoir être livrées en Afrique et partout ailleurs. En fait, nous constatons quand nous essayons de regarder cette situation, nous constatons que comment on dit ça? C'est comme si nous avons décidé que, bon, nous avons peut-être un terrain, nous avons l'espace et nous disons que, bon, c'est ceux qui occupent telle partie doivent faire juste les céréales et qui seront livrés un peu partout. En fait, c'est comme si on a transformé un territoire, un État en une industrie, mais une industrie qui est, en fait, comme on peut dire un État, quoi. C'est un État, mais en réalité, c'est une industrie un peu comme si on a un bâtiment. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur pour pouvoir produire certains aliments dans un but bien précis.
Et nous voulons donc dire qu'en Afrique, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin que, par exemple, le Cameroun devienne un bâtiment qui va produire uniquement les céréales qui seront livrées dans toute l'Afrique, ou encore que le Togo devienne un bâtiment qui va une industrie qui va produire uniquement la tomate pour livrer dans toute l'Afrique. Non, c'est pas ça. Si on regarde les choses comme ce qui se fait en Occident, on aura l'impression que non, c'est trop compliqué, c'est difficile. Ça ne peut pas se faire traditionnellement. C'est pas pensable, c'est pas imaginable. Mais il faudra toujours ajouter des choses artificielles. En fait, il faudra toujours ruser ou utiliser des vices pour pouvoir arriver à cela, puisque c'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on voudrait que dans lorsqu'on fait 1, 2, 3 pas, il y a une maisonnette là, il y a une famille ils font de l'agriculture. On fait 1, 2, 3 pas. On avait même parlé ici même des villes, en dehors du fait que nous souhaitons que les jeunes reviennent dans leur village, et pour cela, il faudrait que les villages soient aussi accueillants pour les jeunes. En fait, il faudrait qu'ils trouvent ce qu'ils trouvent souvent, c'est-à-dire juste l'eau, l'électricité, c'est suffisant, mais et les loisirs pour que les jeunes puissent retourner au village, puisque nous observons souvent lorsque des touristes arrivent, par exemple, au village, ils ne veulent plus partir. Pourquoi? Parce que ils ont la possibilité de téléphoner, d'être sur le net et tout, sans problème. Ils ont l'eau à volonté et ils ont la possibilité de jouer. Comme vous voyez, il y a les enfants qui sont sur les balançoires, il y a le basket, il y a le tennis de table. Donc, en fait, tout est réuni juste, et ils peuvent manger sans souci. Donc, en marchant là, ils trouvent même, si c'est la période des mangues, ils prennent les mangues, c'est la période des goyaves, ils prennent les goyaves. Donc, en fait, c'est juste ces besoins de base là qui doivent être résolus et simplifiés pour qu'on se sente à l'aise au village. Donc c'est tout. En dehors donc du fait qu'on souhaiterait donc que ceci soit fait, il y a aussi même les villes. On a dit en ville, on a une petite terrasse, même dans des pots, des bacs et tout. On peut faire des condiments, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc il y a aussi ce côté-là. Il ne faudrait pas, comme la présidente l'a dit, faire l'agriculture parce que pour quelqu'un d'autre, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je veux manger la sauce tomate aujourd'hui avec le plantain mûr. J'ai des bananiers, j'ai des tomatiers, j'ai des oignons pays ou les oignons sems, j'ai l'ail, donc en fait, il faudrait aussi que on ne soit plus là à se dire je veux peut-être être je sais pas, peut-être médecin. Et tout ce qui m'intéresse, c'est de me lever, partir, aller m'asseoir à l'hôpital, avoir l'argent à l'acheter. Non, il faudrait donc qu'on change, et ça a même aussi été dit, l'éducation, la façon de comprendre la vie, l'épanouissement même, les valeurs réelles même, ce que c'est que les valeurs, parce qu'en réalité, on ne sait même plus ce que c'est qu'une valeur. La valeur aujourd'hui, c'est l'argent. Je respecte la personne qui a beaucoup d'argent, je respecte la personne qui est beaucoup plus à l'aise que moi. Donc, actuellement, on a des anti-valeurs. Donc, tout ça a été résumé en termes d'éducation. Éduquer à tous les niveaux, que ce soit même sur cette agriculture-là, sur l'épanouissement, sur le bien-être, ça, c'est tout ça qui est à revoir et qui va faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de ces méthodes-là. Merci à vous, docteur Fabou, pour toutes ces précisions. Alors, Roméo qui nous écrit à nouveau, va sortir avec vous, grand prêtre, tout à l'heure. Alors, pour lui, il dit, j'imagine donc les villes africaines parsemées d'arbres fruités en remplacement de ces arbres stériles, copiés bêtement depuis l'Occident. Grand prêtre, un mot sur l'actualité au Niger, s'il vous plaît. Oh, ça fait pas l'objet de ce débat, très cher ami Roméo, mais il pourra peut-être en 30 secondes y dire un mot. On va clôturer avec vous, grand prêtre, et je souhaiterais peut-être que l'on revienne autour de la réflexion posée par Aziz Doumbouya, qui disait tout à l'heure, ne nous y trompons pas, il y a une guerre de l'agriculture, des multinationales internationales qui veulent donc s'accaparer de nos terres, nous imposer ce que l'on doit cultiver ou
ne pas cultiver tout simplement. Et quand on suit, on analyse de près cette réflexion posée par Aziz Doumbia, on comprend véritablement la raison pour laquelle les Africains ont rapidement migré vers une agriculture dite industrielle, parce que dans le fond, dans l'idée de la prédation occidentale, il était connaissant d'ailleurs que les Africains n'ont pas la capacité de cette agriculture-là, on a imposé pour leur permettre à eux de pouvoir aujourd'hui, et c'est ce qui est d'ailleurs observé, les plus grandes plantations, au risque de nous tromper, sont davantage plus ou moins des filiales occidentales, dans l'objectif non seulement de s'accaparer de nos terres, mais surtout de nous imposer un type de culture dont nous n'avons purement et simplement pas besoin. Là, nous touchons donc véritablement la solution magique. Elle est non seulement magique, mais elle est tellement scientifique. Elle est imbattable. Et je vais vous le démontrer. D'abord, la première chose que l'Occident a réussi à faire, même si on va me dire encore, oui, le responsable de tout l'Occident, ça fait rien. C'est eux qui nous ont transportés de force pour aller nous mettre en Occident, jeter là-bas, et nous ont mis dans leurs écoles. C'est eux. Donc, vous n'allez pas vous en sortir. On va toujours vous rappeler ça. Alors donc, l'une des premières choses que les gars ont réussi, c'est de nous faire donner l'impression que la bonne alimentation, ce n'est pas de manger les fruits. Ils ont réussi à mettre ça dans la tête des Africains. Et je vous dis, ça a marché. Et ils ont mis dans les livres, dans les livres d'histoire, que les Africains vivaient de chasse et de cueillette. Vous voyez, quand on veut asservir un peuple, on lui dit son histoire. On lui invente une histoire et on lui dit que c'est comme ça que ça se passe. Et ils ont gobé ça. Hein? Même les Africains les plus radicaux, qu'on appelle aujourd'hui les Kémites, eux aussi ils répètent souvent ça, que les Africains, ils vivaient de chasse et de cueillette. Ils ne comprennent rien à cela. Alors qu'une expression, une seule expression de ce genre, oriente déjà les Africains vers ce qu'ils vont manger. C'est-à-dire, ils doivent chasser les animaux en brousse pour les manger. C'est tout. Voilà comment on a orienté les Africains. Et il faut voir comment les gars adorent la viande de brousse. Et vous comprenez pourquoi la plupart des rongeurs des caisses des États, dans les États africains, c'est des mangeurs de rats, de hérissons, de porc épic. C'est des rongeurs. Parce que quand tu manges un animal, tu deviens comme cet animal. Et ils sont comme des boas. Ils avalent sans jamais se rassasier. On a entraîné les Africains dans la consommation du boa, des serpents, de gros bois et des serpents. Et ils se comportent comme ça. Ils mangent tellement de vipères, qui sont devenus comme des vipères. Quand il y a à manger, tu peux venir le transporter, tu l'amènes là où tu veux. La plupart des élites africaines, voilà les nourritures qu'ils aiment manger. Et vous vous étonnez qu'on soit dans la situation où nous sommes. Ceux qui sont un peu sophistiqués là et tout, c'est des bons mangeurs de poulet. Or, on sait scientifiquement que quand on mange beaucoup de poulet, on devient un idiot. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de trouver des solutions. Réveillons-nous. Hein? Et on vous a donc balancé les industries de production de poulet par-ci, par-là. Voilà ce que les Africains savent désormais, la recherche du gain facile. Avec tout ce que cela comporte. Et l'agriculture donc devient dépendante des hormones, des produits pour nourrir les animaux et consorts qui vont venir échouer dans le corps de l'homme et qui vont donner des cancers et tout. Vous trouvez normal que les jeunes Africains aujourd'hui aient des cancers pendant qu'il a 2 ans, il a déjà le cancer? Une jeune Africaine
elle a 10 ans, elle a déjà un cancer du cerveau. Vous trouvez ça normal? Ça sort d'où? Parce qu'on lui fait boire du lait de vaches aux hormones, des vaches folles. On lui fait boire ça tous les matins avant d'aller à l'école. Comment elle va faire pour ne pas attraper ça? On lui fait manger le blé qui vient de l'Ukraine ou de n'importe où là. C'est un blé totalement dénaturé. Ce n'est pas le même blé qu'on vend en Europe, qu'on vous envoie d'Afrique. C'est du rebut. Et la femme mange sa pain, plus même pour faire le beignet, c'est avec la farine qui vient de l'Ukraine. Et les gens qui mangent le matin, ils mangent le beignet ou le pain et tout, ça vient de l'Ukraine. Vous trouvez que c'est normal ça? L'Afrique va aller où avec ça? Donc la solution magique, c'est maintenant, dès maintenant, de faire ce que vous avez vu dans ce village, monsieur Ndoum. On appelle cela l'arboristerie fruitière. C'est-à-dire, on doit planter des milliards d'arbres fruitiers en Afrique. Des milliards d'arbres fruitiers. Voilà la solution, c'est l'unique solution. À la prochaine émission, on va vous le démontrer. À la prochaine émission, on vous donne les détails. Pour voir donc comment est-ce que, parce que c'est facile, on va commencer à se demander, mais oui, bon alors on va mettre beaucoup d'arbres fruitiers, et après machin, mais attendez, avec beaucoup d'arbres fruitiers, chers amis, même les animaux que vous aimez manger, là, viendront manger, vous allez les manger. Je dis même les animaux que vous aimez manger. Les gens ont fait croire que les chevaux, les bœufs ne mangent que l'herbe. Mais monsieur, vous avez vu dans ce village, les bœufs que nous élevons ici, les chevaux que nous élevons ici, les poules, tout le monde se dispute les fruits. Même les chats, les chiens mangent les fruits, vous n'avez jamais vu. Vous voyez, il y a toute une mentalité qu'il faut revoir. Je vous réserve le meilleur pour la prochaine émission. Pour nous et pour nos téléspectateurs, merci infiniment à vous, grand prêtre, pour toutes ces précisions. On y reviendra certainement autour de cette solution que vous avez d'ailleurs prônée pour le continent africain, à savoir parvenir donc à l'arboristerie forestière. On y parlera, on y reviendra certainement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis en rang serré. Juste après moi, Pan-African Debate, un exercice de Big Bang qui nous revient de la Russie avec plusieurs données assez factuelles. À très bientôt.